Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire qui permettra de présenter et de découvrir Canopsys 4.4. Avant toute chose, j'ai commencé par prendre la parole, mais on est deux. On va se présenter. Donc, Armand, avec plutôt une casquette de commercial dans ce webinaire, et Michael, je te laisse te présenter. Ouais, voilà, là c'est bon comme ça? Ouais, c'est bon comme ça. Ouais. Désolé, en fait, j'ai un petit bug. Bonjour à tous, ouais, c'est Mickaël, Mourcia, donc moi plutôt, sur le représentant côté, technique. Meilleurs vœux à tous aussi pour 2022, là, on a encore le droit de le dire, donc j'en profite. Donc on se voit aujourd'hui, en webinar pour, faire une présentation générale de Canopsys et puis, en particulier, regarder les nouveautés, qui sont apparues dans la version 4.4. Donc on aura l'occasion pendant la présentation de faire des petits focus sur ces nouveautés. Et puis vous le savez, en fin de webinar, une petite démo pour vous montrer ces nouveautés et puis des questions-réponses. Alors vous vous souvenez que pour ceux qui sont déjà venus, et puis j'en profite pour en parler pour les nouveaux, mais donc on utilise l'outil Livestorm. À droite, vous avez le Bonjour à chat. tous. Certains nous saluent déjà, donc bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Vous avez aussi un onglet de questions un peu plus formel, et on reprendra ces questions dans le compte rendu qu'on vous fera suivre. Donc franchement, n'hésitez pas. Il y a aussi des gens en back-end qui peuvent répondre sur le chat. Donc franchement, notez vos questions. N'attendez pas forcément la fin Tout le de la monde est là pour ça. Donc présentation pour n'hésitez poser vos pas. questions. L'idée, c'est que ce soit interactif, ce webinaire. On n'aime pas parler tout seul, on aime bien que ça vive. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on vous répondra en live si ça suit justement la logique de de nos informations. Et si la question est finalement un peu à côté, soit on vous répondra à l'écrit, soit on gardera la question pour la fin pour y répondre spécifiquement dans un temps de questions-réponses. Donc, voilà. Alors, on attend généralement 5 minutes, le temps que tout le monde se connecte et entende bien. Donc, on va démarrer d'ici 2-3 minutes. Et puis, pour rappel, donc, la présentation générale de Canopsys, et puis un focus sur les nouveautés apportées par la version 4.4, et puis un petit peu d'ouverture pour vous parler de ce qui se passera en 4.5, etc. Donc, un point roadmap court terme et un peu plus moyen terme. Donc n'hésitez pas à nouveau donc à poser vos questions sur le chat. Donc Armand pourra répondre aux questions plutôt orientées commerce, et puis moi je pourrais répondre plutôt aux questions orientées techniques et fonctionnelles. Donc surtout n'hésitez pas. Alors pour ceux qui nous Ouais. rejoignent, j'en profite pour représenter nos vœux, tous nos vœux et tous nos meilleurs vœux pour pour 2022. Alors je sais pas pour vous, mais aujourd'hui moi j'ai pas d'école, pas de cantine, rien. C'est le voilà, c'est le Et puis voilà, j'ai un nouveau métier, je teste je teste mes enfants tous les 2 jours. J'imagine que ça doit être pareil pour vous. Bon, Ouais, c'est drôle de période, voilà. ouais, un peu compliqué, oui, effectivement. Mais donc, meilleurs vœux effectivement à tous, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter pour ceux qui sont présents et pour ceux, même pour ceux que on n'a pas encore l'occasion de connaître. On vous souhaite et surtout une bonne santé, une année plus paisible et de l'épanouissement dans ce que vous entreprendrez. Là, pour ce webinaire d'aujourd'hui, on va se donner à peu près 1 heure. Après, derrière, on n'a pas forcément de limite haute, hein, donc si vous avez des questions, si vous souhaitez voilà, appuyer sur certains points, mais n'hésitez pas, en fin de présentation, on pourra le faire sans problème. Et puis sinon, on reprendra contact avec vous si vous avez des questions plus spécifiques et si vous souhaitez une étude plus spécifique de votre projet. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra reprendre contact à l'issue de cet événement qui est un peu généraliste. Et donc, si vous souhaitez un focus, on pourra le faire avec grand plaisir. Armand, je te propose de démarrer là. Écoute, On va pouvoir on a démarrer, les oui, 5 tout à minutes fait. là, donc je pense que c'est possible de démarrer maintenant. Allez, bon webinaire à Allons-y. tous, et puis à tout de suite. Merci Mika. Donc oui, donc ce webinaire qui est
notre premier de l'année 2022 qui permettra de découvrir justement notre nouvelle version qui est sortie récemment, la V4.4, sortie en fin 2021. Et donc pour ce webinaire, on va suivre le sommaire suivant. On va refaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une petite présentation de Capensys. Donc Capensys, l'éditeur de Canopsys. On va voir un peu nos différentes activités. Enfin, je vous présenterai qui nous sommes et un peu notre carte d'identité au travers de nos activités, au travers de nos positionnements. Et ensuite, on va directement faire un focus sur le monde de l'hypervision, en rappelant un peu les constats qui nous ont amenés à développer Canopsys et les constats qui nous ont amenés finalement à trouver en Canopsys une solution une solution à mettre en œuvre, une solution de réponse à des problématiques, les bénéfices qu'on apporte justement en réponse à ces problématiques et ces besoins. Notre positionnement pour repositionner un peu les objectifs auxquels on répond, mais également le positionnement d'un point de vue architectural de l'hypervision versus le monitoring, la supervision et les différents outils qu'on peut retrouver sur le marché. Et puis on va ouvrir un peu le capot pour voir les motorisations, voir le fonctionnement général de notre solution Canopsys, donc qu'on édite depuis 10 ans maintenant. Les évolutions à venir, et on va faire un focus justement sur les différentes nouveautés qu'on a dans cette V4.4, les nouvelles features, et les évolutions à venir également. Donc il y aura différents points de focus, donc les nouvelles features de cette V4.4 et puis un point sur notre roadmap pour vous dire un peu où nous en sommes. Quelques liens utiles qui vous permettront de repartir avec une petite, enfin voilà, des petites informations qui vous seront nécessaires pour suivre notre produit et pour avoir de la visibilité sur le long terme. On rappellera d'un point de vue commerce le modèle économique avec lequel on commercialise la solution Canopsys. Un petit point sur les références qui permettent toujours de se rassurer sur notre capacité à accompagner différents types de comptes de la meilleure des manières. Et puis, en dernier point, avant les questions-réponses, une petite démo pratique avec un atelier technique de mise en œuvre qui vous permet de rendre les choses qui sont sur les slides un peu plus concrètes. Donc voilà pour le sommaire. Alors, si on commence tout de suite par une présentation de Capensys, vous voyez un slide qui est scindé en deux parties. Hein. Sur la droite, vous retrouvez l'activité d'édition Canopsys sous une couleur verte, et sur la gauche, une activité de prestation de service sous couleur bleue. Donc, deux activités complémentaires, une activité de prestation de service que l'on fait depuis 19 ans maintenant, et puis une activité d'édition de logiciels qui s'est rajoutée en 2012, donc il y a 10 ans, pour donc une complémentarité. Finalement, notre métier de prestation de service nous a permis d'identifier et de faire le constat qu'il y avait un besoin d'éditer la première solution d'hypervision open source du marché. Et donc on en est arrivé à rajouter une casquette. Et aujourd'hui, il y a une certaine complémentarité, une synergie. Sur le monde de l'édition, on est capable de proposer la solution logicielle et d'accompagner notre client sur le monde de prestation de services. Ça, c'est un premier modèle. Je rappellerai également, et on pourra faire un focus sur ce point, qu'on sait accompagner nos clients sur la partie fourniture de logiciels et prestation de services associés. Et on sait aussi rester dans une position d'éditeur pour un réseau d'intégrateurs qu'on souhaite développer, un réseau de partenaires. C'est important de le préciser aussi. Donc, les deux possibilités, soit on reste juste sur la case verte, soit on fait que la case bleue pour ceux qui n'ont pas encore pris de souscription Canopsys et qui n'ont pas encore intégré Canopsys sur leur SI, soit on peut avoir effectivement la complémentarité de nos offres. Sur la partie prestation de service, à la base, nous sommes spécialistes du monde Linux et open source dans le monde de l'infra. Donc, chez nous, on va retrouver une trentaine de collaborateurs, experts Ops sur le monde Linux, donc des admin systèmes, des sysops, des ingé systèmes, archi, qui sont capables de vous accompagner sur vos projets de transformation vers le monde libre, de maintien en conditions opérationnelles de vos infrastructures libres, donc des métiers de consulting, d'intégration, de support, de formation.
Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On a catégorisé nos compétences en 4 catégories. Une catégorie socle Linux, plutôt avec les compétences couche basse. Une catégorie industrialisation, reprenant beaucoup de technologies qu'on lie à la culture DevOps, qui vise à automatiser, à industrialiser un maximum de choses. Donc des outils de config management, des outils de provisioning, donc Ansible, Terraform, j'en cite quelques-uns, mais c'est loin d'être exhaustif. Du patch management également, ce genre de choses. Un monde du monitoring parce qu'on est intégrateur de solutions de supervision, donc on est capable d'accompagner nos clients sur de l'intégration de solutions telles que Zabbix, telles que Centreon, des solutions de monitoring réseau, des solutions de monitoring plutôt par supervision comportementale avec certaines piles d'outils en open source qui existent et qui permettent de répondre aux attentes. Donc ça c'est notre troisième axe, donc l'axe vision du SI, et le quatrième axe qui est un axe solution collaborative sur lequel on va retrouver nos capacités à accompagner nos clients sur des solutions qui rejoignent une notion de partage, donc soit d'un point de vue user avec des solutions telles que Zimra, telles que OnCloud, Nextcloud, du Samba, un outil fleuron en open source, soit des solutions de partage plutôt d'un point de vue technique avec du Git, donc partage de sources techniques avec du Git, par exemple, sur lequel on peut accompagner nos clients. Donc, je résume les 4 axes d'expertise sur lesquels on peut vous accompagner en tant qu'intégrateur. Socle Linux, donc plutôt des couches basses, mais également les notions de cloud, de containerisation ou autre. Donc, socle Linux, industrialisation, vision du SI et solutions collaboratives. C'est nos 4 axes et vous retrouverez le détail des technologies sur lesquelles on peut vous accompagner sur notre site internet. Voilà, on est capable de vous accompagner à travers toute la France. On espère bientôt à l'étranger au travers d'un réseau d'intégrateurs. Mais on peut également le faire en direct si le besoin était. Je pense être assez complet. Et si vous avez des questions complémentaires sur Capen6, n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet questions ou l'onglet chat qui est présent sur la droite de votre écran. Si c'est clair pour vous, je laisse la parole à Mickaël qui va revenir donc sur les constats qui nous ont amenés à développer Canopsis. Super, merci Armand. Écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions entre deux, hein, si vous en avez sur Capen6. Armand pourra y répondre directement dans le chat ou reprendra la parole sans problème. Alors, dans le plan que vous avez vu, on parle de constat qui nous amène finalement à la mise en œuvre d'un outil comme Canopsis, donc ou de l'hypervision peut-être même de manière générale. On parle des bénéfices apportés par Canopsis, et puis après on détaillera un petit peu l'intérieur de la machine. Ça vous permettra de comprendre fonctionnellement les problématiques que Canopsis va adresser. Alors, vous voyez, on a regroupé dans 4 sujets les constats qu'on a faits et qui nous ont amenés à développer un outil comme Canopsis. Donc d'abord, la multiplicité des sources. D'accord. Donc vous avez un nombre d'outils de supervision qui est certainement assez important. Vous en avez de toutes sortes, des superviseurs industriels, des superviseurs système, des superviseurs applicatifs, des superviseurs techniques. Donc il y a toutes sortes de superviseurs qui existent et eh bien, fédérer tous ces outils et tous ces résultats est assez complexe à la base. Ça amène derrière une partie plutôt complexité d'exploitation, c'est-à-dire que avec toutes ces interfaces et tous ces outils, eh bien, prendre en charge une alarme, finalement, il existe autant de protocoles que d'outils de supervision. Et donc c'est vrai que sur la rotation des équipes de pilotage ou même des administrateurs ou des responsables applicatifs, eh bien, c'est compliqué finalement d'exploiter chacun des outils. Et ça demande multi-compétences, alors que ça pourrait être franchement simplifié. Il y a évidemment un problème de volume d'alarme généré dans les systèmes d'information. Depuis qu'on fait de la supervision, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'alarmes qui circulent. Certaines sont pertinentes, d'autres ne le sont pas. Et donc l'enjeu à cet endroit-là, eh bien, c'est de pouvoir agréger, regrouper, corréler les alarmes pour ne présenter que celles qui seraient pertinentes à vos yeux. Et puis finalement, sur l'aspect visibilité,
Si vous souhaitez, ne serait-ce que par exemple compter des alarmes qui seraient survenues sur une période de temps, bah, c'est compliqué avec le nombre d'outils, etc. Et donc voilà la carte de départ sont nos constats et c'est ce qui nous a amené derrière à proposer un outil d'hypervision et donc proposer Canopsys. Euh, alors les bénéfices que pourrait et qu'apporte en fait Canopsys. D'abord sur l'aspect multi outils, enfin sources multiples finalement d'événements. Eh bien, Canopsys va proposer une console unique. C'est-à-dire que tous les événements qui circulent et en provenance de vos outils de supervision vont converger vers une console unique et qui sera paramétrable et qui vous permet en plus de ne pas modifier finalement votre existant. C'est-à-dire que les administrateurs qui ont mis en place des outils de supervision, finalement, on ne remet pas en cause leurs travaux. Et donc, on va interconnecter ces sources avec Canopsys. Et donc, on ne touche pas à l'existant et on permet d'agréger les événements en un endroit unique. Deuxièmement, on va aussi être en mesure de réduire le volume d'alarme. Alors, comment? Alors, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé sur le slide précédent. En corrélant, en regroupant, en dédupliquant, en filtrant, en appliquant des plannings, d'accord. Donc on a un tas de mécanismes qui vont nous permettre finalement de réduire ce volume d'alarme et de conserver que celles qui semblent pertinentes dans le cadre de votre système d'information. Alors ça nous amène sur le bénéfice suivant finalement, qu'on pourrait résumer en afficher la bonne alerte à la bonne personne au bon moment. Et donc, les mécanismes finalement de gestion des alarmes, d'application de planning, de blackout, de mise en production, etc., vont entrer en jeu et puis vont pouvoir filtrer et nous montrer que les alarmes qui semblent importantes pour la personne qui est connectée en fait. Alors, on reparlera un petit peu plus loin. Vous avez vu, vous avez une petite pastille news sur règles d'inactivité. C'est un des pans de la version 4.4, c'est-à-dire la possibilité de réagir quelque part sur non-événement. Je vous en parle un petit peu plus tard. Alors, évidemment, tout ça va découler sur une partie exploitation pure. Et donc, en ayant une console unique, finalement, vous allez rationaliser des process et notamment le protocole de prise en charge d'une alarme. C'est-à-dire que quelle que soit la source de l'alarme, eh bien, vous allez avoir une méthode pour la prendre en charge. Et donc, si votre workflow consiste à poser un acquittement, déclarer un ticket, lancer une remédiation, et puis, je ne sais pas, peut-être poser un snooze ou un blackout sur une alarme ou un commentaire, eh bien, tout ça, finalement, vous allez pouvoir l'appliquer à l'ensemble de vos alarmes. Et vous voyez également là la partie remédiation automatique. Donc là, ce qui est important de voir, c'est la parenthèse automatique, parce que jusque-là, le module de remédiation n'était pas automatique. Sous-entendu, il nécessitait l'intervention d'un pilote pour s'exécuter. En version 4.4, on ajoute la possibilité de lancer des remédiations et donc d'exécuter des consignes de manière automatique sans intervention humaine. Et donc ça facilite grandement, ça ça améliore les temps de résolution de vos alarmes et puis ça dépollue finalement le bac à alarme qui permet de filtrer et comme je vous dis tout à l'heure, de réduire le volume d'alarme. Et puis vous avez donc un mécanisme de vue et de filtre associé par profil pour nous montrer que ce qui est intéressant à un moment donné pour la personne. Alors, Mika, on a une petite question Oui, d'Amine. Est-ce que tu peux vas-y. détailler un peu plus le blackout des alarmes? Blackout Design, oui. Alors en fait, dans Canopsys, on peut définir des plannings en disant voilà, j'ai des périodes de maintenance qui sont planifiées, tel jour à telle heure, pour tel type
d'entités. Alors, une entité, on le voit, il faut le voir comme un CI de référentiel. Et donc sur tel serveur, sur telle application ou sur tel composant, j'ai une période de maintenance qui est planifiée, de manière récurrente chaque semaine, chaque mois, et cetera. Donc ça sont des choses que vous pouvez définir dans les plannings. Et puis, si à un moment donné, vous avez une panne que vous n'avez pas pu, anticiper, et là, vous pouvez également déclarer un planning associé à une alarme qui sera typée d'une autre manière. Ce ne sera pas une maintenance, récurrente, ce sera plutôt, panne en cours. Donc vous allez pouvoir associer finalement des périodes de temps, à des alarmes, des ensembles d'alarmes, des entités ou des ensembles d'entités. Alors, je peux le détailler encore si vous le souhaitez, sauf si, c'est ce qu'on appelle, je lis en même temps, des outages dans notre activité. Plage de maintenance, oui. Alors plage de maintenance ou, autre plage d'ailleurs, hein, ça peut être aussi une plage de mise en production par exemple, et donc vous savez qu'il peut y avoir des perturbations sur un service pendant ce type de plage, et donc vous prévenez les pilotes qu'il y a une opération en cours et qu'on peut perturber le service, donc une attention particulière. Alors, je reviens sur mon slide de bénéfices. Dernier point, l'aspect stat, puisque Canopsys met à disposition donc un puits de données dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les données brutes qui vont vous permettre de fabriquer vos propres KPI. Et donc, les temps moyens de résolution, les temps moyens de prise en charge, les temps de panne sur tel service. Et on verra un petit peu plus tard dans la roadmap qu'en version 4.5, on va amener le module de retour sur investissement. Alors, je vous en parle un peu plus tard, mais ça concerne forcément le puits de données et les statistiques. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des arguments oubliés, ou est-ce que ça correspond à votre vision? Oui, Effectivement, non, oui, n'hésitez ça pas à va? partager un peu vos Ouais. retours en live. Bon, je Ça me poursuis, permet et puis d'avoir, Armand me coupera si jamais ouais, il y a des questions pendant la tel, présentation. tel qu'on l'a fait pour la question d'Amine. Et merci Amine d'ailleurs pour cette question. Alors, si on fait un résumé un peu macro de ce qu'est Canopsys, on pourrait le considérer comme une tour de contrôle. Alors, les entrants sur la gauche et puis les sortants sur la droite. Et donc, qu'est-ce qu'on porte à la connaissance de Canopsys? Eh bien, des résultats de supervision, d'exécution de scénarios web applicatifs, des référentiels pour venir enrichir les événements, et puis des plannings. Et c'est exactement ce dont je viens vous parler. Donc, les plannings de maintenance, de mise en prod, etc. Et qu'est-ce qu'on en sort? Eh bien, on en sort des alarmes, on en sort de la remédiation, et donc finalement des corrections vis-à-vis de ces alarmes. On en sort du ticketing. Alors, c'est une grosse case pour dire que finalement, on peut venir discuter avec n'importe quel outil à l'extérieur de Canopsys a posteriori. Et puis, on en sort un puits de données avec des KPI et les KPI de votre choix, en fait. Donc, si vous devez retenir le mode de fonctionnement de Canopsys, ce slide, c'est un bon premier point, je dirais. Alors, je poursuis avec le positionnement de Canopsys. Finalement, si vous regardez sur la droite, vous avez donc une pyramide. Et donc cette pyramide présente finalement l'organisation et le placement de Canopsys dans votre système d'information. Et donc tout en bas de la pyramide, on a le périmètre à superviser, vos composants, vos applications, vos serveurs, et puis tous vos processus. On a des outils de supervision qui utilisent des capteurs, des méthodes techniques pour finalement collecter l'info et puis décider de si c'est OK ou pas OK. Et puis vous avez l'outil d'hypervision qui est plutôt, on va dire, en attente de la transmission des infos des outils de supervision. Et donc il est plutôt comme le chapeau de cette pyramide. Et c'est important de faire la distinction entre la supervision et l'hypervision, parce que vous voyez, l'hypervision n'a pas vocation à effectuer des contrôles elle-même, elle est plutôt en attente de résultats de contrôles effectués par des outils en amont. Et donc, en termes d'objectifs, vous les avez sur la gauche du slide. Donc il y a 3 objectifs principaux à Canopsys, que Canopsys poursuit en tout cas.
Donc la centralisation des événements, on en a parlé. Donc le fait de pouvoir collecter des événements et puis de pouvoir les analyser. On a le traitement et la transformation de ces événements pour obtenir des résultats, pour corréler, pour dédupliquer, pour enrichir. Donc voilà, toute cette partie traitement. Et puis pour finir, on a l'aspect restitution et donc interface web pour exploiter les résultats, statistiques dans le puits de données, remédiation, API, donc tous des termes que je détaillerai un tout petit peu après. Mais on Je a vois une. qu'il y a- Oui, oui, c'est parce qu'en fait, j'attendais que tu ouvres le capot pour parler du fonctionnement général, parce que ce sera une Ouais, question auquel tu répondras certainement. Mais je te l'ai dit tout de même. C'est quel moteur utilise Canopsys pour traiter les règles de corrélation? oui, bien Ah vu. oui, J'en parle juste après. c'est pour ça que je t'embêtais pas avec cette Ok, question. j'en parle juste après. Alors, l'idée des slides suivants, c'est de reprendre chacun des objectifs. Comme ça, vous verrez, vous aurez un niveau un peu plus détaillé de comment ça fonctionne. Alors, le premier objectif, c'est de centraliser. Donc finalement, à gauche, vous retrouvez des sources. Alors, c'est non exhaustif et vous verrez dans les liens utiles qui sont en fin de présentation, le lien vers notre documentation qui reprend les sources avec lesquelles nous sommes compatibles. Alors, vous avez des exemples d'outils de supervision, Zabbix, Elastic, Centrum, Prometheus. Donc, tous ces éléments-là bénéficient chez nous d'un connecteur. Et donc, c'est un programme qui va pouvoir se connecter d'une part à l'outil de supervision et d'autre part qui sera en mesure de publier ces événements dans Canopsys. Et publier dans Canopsys de deux manières différentes, possibles en tout cas, soit directement dans le bus de données Canopsys, et donc c'est un bus à gros débit dans lequel vous pouvez poser vos événements, et ils seront lus plus tard dans la chaîne de traitement et dans la chaîne de motorisation Canopsys, ou alors par son API, si vous avez des contraintes réseau ou par facilité, vous passez par l'API qui elle-même de toute façon déposera les informations dans le bus de données juste ensuite. Donc à gauche, les superviseurs, les référentiels, ETOP, Service Noise, Vista et d'autres. Vous verrez qu'il y a des mécanismes un peu génériques pour interroger ce type de référentiel. Et puis d'autres types de sources, des applications, des scénarios, des outils d'infra, des trappes SNMP, des logs, des bases de données. En fait, finalement, c'est assez peu limité à cet endroit-là, puisque les mécanismes de communication sont des mécanismes plutôt standardisés, API, HTTP, etc. Enfin, c'est assez simplifié à cet endroit-là. Parlant de Alors, connecteur, Amine demande si on a un connecteur pour OpenNMS. pour OpenNMS, en fait, OpenNMS peut lui-même aller directement dans notre API. En fait, il y a un mécanisme de webhook qui est intégré à OpenNMS qui pourra de fait venir directement discuter avec notre API, me semble-t-il. Alors voilà pour l'aspect centralisation. Une fois que les données sont parvenues à Canopsys, on a une circulation de ces événements qui va s'effectuer dans le bus. Le bus, c'est symbolisé par ce gros trait vert que vous avez devant les yeux, et vous avez des petites pastilles de moteur juste au-dessus de ce bus. Alors, vous avez un code couleur, le vert pour l'édition Community, et le bleu pour l'édition Pro. Donc l'édition Community, c'est une édition open, librement téléchargeable. L'édition Pro nécessite une souscription. Et là, je ne vais pas empiéter sur le terrain d'Armand, il vous en parle juste après, parce que sinon après il va me Un faire la petit remarque. tease, c'est bien. Voilà. Alors, vous avez les moteurs qui sont intégrés dans Canopsys. Et donc, chaque moteur, finalement, a un métier. Alors, vous voyez, le premier moteur, filtrage, c'est celui qui va permettre de vérifier que les informations que vous avez transmises à Canopsys sont conformes et sont bien attendues. Vous pourriez refuser des informations parce qu'elles concernent, je ne sais pas, des environnements de qualification ou que ce sont des informations dites mineures et donc vous ne voulez pas les prendre. Juste après, vous avez un enrichissement. Et donc, vous allez pouvoir faire le lien avec votre référentiel pour apporter du contenu à l'événement que vous venez de recevoir.
bien pour savoir si plus tard vous allez devoir appliquer une remédiation automatique ou non. Ou si vous voulez avoir un traitement particulier pour tous les événements qui concernent les environnements de production. Et donc ça, vous allez interroger le référentiel qui vous dira oui, c'est de la production, et donc vous allez porter une attention particulière à ça. L'application des plannings. Alors, une petite nouveauté pour la version 4.4, les règles d'inactivité. Que dois-je faire si je ne reçois pas d'informations? Vous savez, plutôt dans la logique des lignes de vie, en fait, des heartbeats. Tiens, la corrélation. Alors, tout à l'heure, il y avait une question sur quel moteur utilise-t-on pour la corrélation? C'est le moteur de corrélation de Canopsys, qui est un moteur maison, et dans lequel on implémente certaines règles de corrélation, des regroupements par pattern, des regroupements sur des fenêtres temporelles, voilà, ce genre de choses. Donc, on avait dédié un webinar à la corrélation, et on publie aussi des vidéos justement sur ce sujet. Donc, dans le compte rendu, on vous précisera tous ces liens de notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver des focus sur la corrélation. Effectivement. Etc. Service, action, remédiation. Donc, juste un petit point sur l'aspect remédiation, puisque il y a une nouveauté en 4.4 sur la remédiation automatique, et donc la possibilité de déclencher une remédiation sans intervention humaine au moment où une alarme se produit. Voilà. Avant présentation au pilotage, si l'alarme était toujours présente, après remédiation évidemment. Voilà, alors je passe ce slide, on arrive donc à l'objectif suivant qui est donc la restitution. Donc Canopsys est livré avec une interface web de pilotage et d'administration, c'est la même interface, dans laquelle on va pouvoir vous présenter les données sous forme de bac à alarme, de compteur de météo, et aussi depuis la version 4.4, on présentera aussi le bilan de santé interne de Canopsys. C'est un panneau qui permet de répondre à la question Canopsys est-il en bon état de marche? C'est utile bien, pour toutes vos architectures distribuées et vos environnements Kubernetes, par exemple, qui nécessitent bien, de savoir l'état de santé de l'outil pour prendre des décisions. Et donc, vous verrez comment ça se présente. Je vous montrerai tout à l'heure dans la démo. Alors, je poursuis. Dans l'aspect restitution, Canopsys possède et met à dispo une API pour absolument toutes les opérations possibles et imaginables dans Canopsys. C'est-à-dire que envoyer un événement, déclencher une remédiation, déclarer une plage de maintenance par un outil d'ordonnancement chez vous, déclarer un ticket d'incident sur votre outil, sur votre ITSM, participer à l'élaboration d'un dashboard dans votre outil de BI, notifier par mail je ne sais qui, ou par un tweet. Si vous voulez, tout est basé sur API. Et donc, vous pouvez utiliser cette API en entrée en sortie bien, pour interagir, pour faire interagir Canopsys avec le monde extérieur. Donc ça, c'est très important. Et au passage, l'interface web qu'on propose se base uniquement sur les API. Donc si vous souhaitiez vous-même fabriquer un panneau de visualisation par ailleurs, c'est tout à fait possible. Alors, un résumé. Donc, centralisation, traitement, restitution, vous avez les principaux chapitres de chacun de ces objectifs. Alors, je ne le reprends pas, vous aurez les slides à disposition, mais tout à l'heure, quand je vous ai présenté la tour de contrôle, c'était macro. Là, vous avez un niveau de détail supplémentaire, bien pour présenter et pour savoir à quelle problématique répond Canopsys. Donc, pareil. Pour tenir un slide, celui-là, il est pas mal. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Donc, celui-là, vous pouvez le garder. Et si vous-même vous avez besoin de présenter Canopsys à un moment donné, c'est un bon point de départ, je pense. Voilà. Alors, un focus sur les nouveautés de la version 4.4. Alors déjà, sachez que sur notre site web de documentation, doc.canopsys.net, bien, toutes les notes de version, vous les avez à disposition pour chacune des versions.
Alors ça, ce sont on va dire les points importants de la 4.4 qu'on a retenus, mais vous verrez qu'il y a aussi d'autres choses qui interviennent. Alors, l'autoremédiation, je vous en ai déjà plus ou moins parlé. Donc, la capacité à exécuter une consigne sans intervention humaine. Et donc, vous avez une alarme qui se présente, elle est éligible à une autoremédiation. Les jobs qui sont associés à cette autoremédiation sont exécutés. Pendant ce temps-là, on peut ne pas montrer cette alarme au cockpit, d'accord? On la laisse cachée. On sait qu'elle est en cours on sait qu'il y a une remédiation qui est en cours d'exécution. Et à la fin de cette, à la fin finalement de cette exécution de job, il y a deux choix. Soit l'alarme est toujours présente et auquel cas elle est présentée au pilotage, soit elle n'est plus présente et le pilotage n'en aura pas connaissance. Alors évidemment, ça rentrera dans les statistiques, etc. Pour information. Et puis pour traitement sûrement, parce que si une alarme a eu lieu, c'est qu'il y avait peut-être un problème aussi en amont, donc ce sera l'occasion d'aller faire votre revue et puis de continuer votre amélioration continue. Donc ça, c'est pour l'aspect autoremédiation. Bilan de santé ou health check, là, c'est l'aspect santé interne de Canopsys. Donc pour ceux qui connaissent, et puis d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas, Canopsys est comment dire, composé de plusieurs outils, une base de données, de la motorisation, etc. et un cache. Donc tous ces éléments-là, finalement, sont contrôlés par notre API HealthCheck. Voilà. Les règles d'inactivité, et donc on peut répondre aux problématiques de ligne de vie par ce biais. Et donc, par exemple, vous avez un événement pour lequel vous savez qu'il circule une fois toutes les 5 minutes. Et donc, si jamais vous ne recevez pas cette ligne de vie, eh bien, vous pouvez alerter le pilotage en disant tiens, il y a cette source qui ne m'a pas envoyé sa ligne de vie comme d'habitude. Donc là, on répondrait à la problématique de Heartbeat. Mais on répond aussi aux autres problématiques, comme par exemple, une alarme a été créée et il ne s'est rien passé sur cette alarme depuis une demi-heure. Il n'y a pas eu d'acquittement, on n'a pas pris en charge, on n'a pas fait d'opération dessus. Et donc, vous pourriez escalader l'état, par exemple, en disant elle était mineure, je la considère maintenant majeure, puisque ça fait 30 minutes qu'on n'a pas travaillé dessus. Voilà le genre d'exemple de cas d'usage qui sont, comment dire, qui sont adressés par les règles d'inactivité. Alors, l'aspect data storage, là, c'est assez important, bien que pas vraiment orienté fonctionnel, plutôt orienté technique, mais c'est l'idée de pouvoir définir une politique de rotation des données. D'accord? Au bout d'un an, vous allez avoir X dizaines de milliers d'alarmes dans votre base de données. Vous allez avoir un nombre de plages de maintenance assez colossal. Vous allez avoir des statistiques très détaillées. Et donc l'idée du module data storage, eh bien, c'est de faire d'appliquer une rotation à ces données. J'archive les alarmes qui ont plus de 6 mois. Je supprime les entités désactivées, etc. Donc vous allez pouvoir, pour chaque type d'objet, eh bien, définir une politique. Et donc, à quoi ça sert? Ça sert à pas forcément conserver des données qui sont obsolètes et à juste peut-être agréger les statistiques parce qu'on n'a pas besoin du niveau de détail pour les alarmes qui ont 2 ans que pour les alarmes qui sont du jour, quoi, en fait. D'accord? Donc c'est ce principe-là. Alors, enrichissement externe, on permet maintenant via un programme de pouvoir comment dire, attraper des informations qui proviennent d'un référentiel externe qui présente une API. Donc, si ce référentiel présente une API, eh bien, ce programme va s'y connecter, va attraper les données et les mettra dans Canopsys directement. Et donc, ça vous évite, vous, de faire le développement qu'il aurait fallu faire pour que ce soit possible. Et pour finir, l'aspect Bago. Alors, la fonctionnalité Bago existait déjà dans Canopsys, mais on l'a affiné. Et donc, le principe ici, c'est de définir une famille d'entités, en fait, donc de CI, de référentiel, et d'appliquer une politique de Bago. Donc, par exemple, s'il y a 3 oscillations d'état d'une alarme en moins de 10 minutes, eh bien, je vais considérer que cette alarme est en train de bagoter.
Et donc vous allez pouvoir appliquer une politique à vos familles, à vos catégories d'entités. Voilà. C'est ça la nouveauté, alors qu'avant c'était une politique globale. Donc maintenant vous pouvez l'affiner à des familles. Voilà pour les grandes lignes de la 4K. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions, hein, j'ai pas entendu de gling, donc j'imagine qu'il y en a pas. Armand m'a pas coupé non plus, mais surtout posez vos questions et puis on y répondra volontiers, hein. En même Effectivement. temps, je vois Ouais. aussi que le temps passe, donc je je vais avancer, comme ça on aura Non, aussi mais le il y a une question qui est en train d'être tapée. Après, vous avez vu, hein, sur chacune des fonctionnalités, effectivement, encore en teasing du modèle économie, vous voyez certaines fonctionnalités qui sont disponibles qu'en version pro et des fonctionnalités qui sont disponibles dès l'open core, donc dès la version community. Alors, un petit récap des fonctionnalités à venir. Donc, je vous ai parlé juste avant de l'aspect retour sur investissement, et donc on va pouvoir vous donner de la visibilité sur votre utilisation de Canopsys. Alors, je vous donne quelques exemples de cas d'usage. Ce mois-ci, euh, Canopsys a reçu 1000 alarmes et n'en a présenté au pilotage que 700. Et donc, quelque part, vous avez fait une espèce d'économie de 300 alarmes au pilotage. Parce que des autoremédiations ont été exécutées, parce que les plannings ont caché des alarmes, parce que c'était pas dans les heures de service qu'on trouvait dans les contrats, etc. D'accord. Donc, c'est ce type de chiffres que vous allez avoir à disposition dans le module de retour sur investissement. On avance également sur l'aspect ergonomie des patterns. Alors ici, il faut peut-être déjà avoir manipulé Canopsys pour savoir de quoi on parle, mais dans Canopsys, vous avez la possibilité de définir justement des familles, des catégories, d'alarmes, d'entités, un tas de choses. Et pour ça, on utilise la notion de pattern. Il est vrai que définir un pattern, quelque chose qui est pas user-friendly en fait. Et donc, on avance sur ce point pour aider au maximum l'utilisateur pour pouvoir définir ses propres patterns sans se tromper, et puis en étant sûr de viser la famille qu'il souhaite viser. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être fait très prochainement. Et d'ailleurs, alors, on parle, vous voyez sur la gauche, du club utilisateur. Sachez par exemple que tous les mock-ups et toutes ces améliorations d'ergonomie sont publiés sur le club utilisateur. Donc, ce sont les clients actuels de Canopsys qui vont donner leur avis et puis qui vont pouvoir nous aiguiller et nous dire bah là, ok, c'est bien, ou alors non, on préférait que ce soit plutôt comme ça, et donc finalement donner des axes d'amélioration. Ouais, Amine demande par un Oui. pattern, est-ce que tu entends des expressions régulières? Alors ça peut, oui, il peut y avoir des expressions régulières, mais ça peut être aussi des opérateurs mathématiques, etc. Mais bon, on pourrait le vulgariser en disant expression régulière. Ouais. Après, j'ai d'autres questions sur les bagos, mais on y reviendra à la fin des fonctionnalités à venir. Ok, alors l'aspect architecture avancée, eh bien, on va permettre à moyen terme ou enfin même plutôt à court terme, en tout cas en 2022, de pouvoir mieux, on va dire entre guillemets, éclater les architectures avec des systèmes de proxy, et donc pour répartir les charges euh, à travers votre système d'information. Et puis également l'aspect ChatOps, et donc un agent de conversation qui va permettre bien de vous mâcher le travail en tant que pilote ou en tant que responsable applicatif. Donc, tiens, il y a eu une alarme critique sur tel environnement, est-ce que tu souhaites que je la prenne en charge? J'ai vu qu'il y avait une remédiation associée, est-ce que tu souhaites que je l'exécute? Voilà le résultat. Tiens, il est peut-être temps maintenant de créer un ticket, d'avertir telle ou telle famille de personnes. Voilà l'idée de quelques cas d'usage du ChatOps qui va être mis en œuvre. Ok. Euh, Je reviens sur mes questions. Donc, oui. Damien, alors je commence par la dernière. Au niveau de la conf de Canopsys, est-ce que tout est configurable depuis l'IHM ou est-ce qu'on passe par des fichiers de conf principalement? Alors, la plupart des options dont on a parlé aujourd'hui, et même toutes les options dont on a parlé aujourd'hui, se configurent via l'IHM. Et puis, il y a certains paramètres qui n'ont pas besoin d'être modifiés régulièrement, en fait, qui s'insèrent en début de projet, etc., qui, eux, sont insérés par des fichiers de configuration. Mais
globalement, si on parle de patterns, si on parle de chiffres, si on parle de règles d'inactivité, de bagots, etc., tout ça, c'est évidemment via l'IHM. Justement, en parlant de bagot, il y avait 2 questions à ce sujet. Oui, Est-ce que tu peux donner des exemples concrets sur le bagotement? Et après, je pose les 2 questions en simultané. oui. Donc Amine disait: «Affiner les bagots avec des règles à écrire égale ou sur l'IHM avec des options et cetera». Alors je comprends pas bien la question, Amine. Je sais pas si de ton côté tu la Alors, comprends mieux? donc sur les exemples concrets de bagots, eh bien, j'en ai déjà donné un tout à l'heure, c'est, j'ai, finalement, on me déclare une alarme et puis, 2 minutes après, finalement, elle est résolue, sans intervention et puis, 2 minutes après, elle revient et puis 2 minutes après, elle est résolue. Heu et donc finalement, son état, sa sévérité oscille. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Et donc on va avoir un nombre d'oscillations, sur une période de temps et ça, c'est la politique de Bagot. Et donc si on atteint ce nombre d'oscillations dans la période de temps, eh bien on considérera l'alarme comme étant en train de bagoter. Et donc, c'est un traitement particulier parce que, un pilote, il regarde son écran, à un moment donné, il y a pas d'alarme, il se retourne, l'alarme apparaît et puis, finalement il regarde son écran, l'alarme a disparu, il passe à côté, quoi. Et donc le fait de la montrer comme étant en train de bagoter, eh bien ça va aider et puis ça donnera des pistes aussi pour une meilleure résolution. Mmh. La partie, bagot, effectivement, les règles de bagot se définissent via l'IHM, en effet. Ouais, pour les affiner, Ouais. tel que Ça, je vous le montrerai en démo. Alors ouais, peut-être on peut avancer parce que, ouais, parce qu'effectivement il est on déjà va déborder 47. sinon, mais donc effectivement, ah alors, le traitement fait une fois que le bagot détecté, bah, finalement c'est, tous les traitements qui existent dans Canopsys. Vous pourriez, créer un ticket, faire une élévation d'état, déclencher un webhook quelconque, enfin toutes les actions, de Canopsys, vous pouvez les faire à ce moment-là, en fait. Super. Alors les Hem, quelques liens utiles, le site institutionnel, la doc, la démo et notre plateforme de développement. Alors je passe vite, hein, vous je vous les rajouterais aurez dans les même, slides, mais pour la page YouTube, si vous nous cherchez, on vous le remettra sur le compte rendu, mais il faut nous chercher sous Cap N6 Solutions Linux, c'est le meilleur moyen de nous retrouver. Et vous allez retrouver toutes les vidéos des anciens webinars avec des retours d'expérience, avec des focus sur les connecteurs, sur la corrélation, sur certains moteurs, enfin voilà. Vous allez retrouver, d'anciens webinars qui pourraient vous intéresser. alors vraiment, tout à l'heure je t'avais un C'est à moi, peu fait ouais. du Ah teasing, mais c'est l'heure pour toi maintenant. À tout à effectivement, l'heure. merci. Ouais. Donc oui, je vais vous préciser un peu quel est le modèle économique de Canopsys. Donc, on a voulu faire simple, et donc ça se voit au travers de ce que vous voyez à l'écran, à savoir 2 versions. Une version community qui vous permet de découvrir la solution, d'avoir les fonctionnalités de base du produit. Faut savoir que soit sur la community ou la pro, on est sur un même cœur produit. On a un open core qui est enrichi dans la version pro avec un certain nombre de features supplémentaires que je vais pas citer, mais vous les voyez à l'écran, des fonctionnalités qui apportent vraiment de la valeur, la corrélation, la remédiation qu'on a évoquée plus précédemment dans les nouveautés de la V4.4. Donc, une version community qui est une base pour découvrir, et si on part en production, la Pro Edition qui est enrichie d'un certain nombre de moteurs qui apportent vraiment de la valeur. Sur la version Pro, on est en capacité d'accompagner avec notre activité de prestation de service à 360 degrés, mais on peut également avoir un réseau d'intégrateurs qui pourrait se positionner en tant que revendeur et en tant qu'intégrateur sur cette version Pro, ou même sur la version Community d'ailleurs. Mais la version Pro, on l'encourage fortement parce qu'elle permet aussi de garantir la pérennité du produit et donc de nous financer pour pouvoir vous proposer tel qu'on a pu le faire sur la V4.4, des nouvelles features régulièrement. Et donc, voilà, c'est aussi sponsoriser le projet, c'est bénéficier des meilleures fonctionnalités et en plus sponsoriser le projet et bénéficier également, et c'est un point d'importance, de notre support et de notre maintenance. Donc, quand je parle d'un accompagnement 360, ça passe également justement par du support et de la maintenance avec des garanties de réactivité et avec des équipes françaises qui vous répondent. Heure et jour ouvrés pour le moment, mais on peut également réfléchir à du 24/7. C'est déjà des réflexions qui sont en cours et qui sont même avancées chez nous pour pouvoir vous proposer justement
un accompagnement dans le maintien en condition opérationnelle de l'évolution de votre solution. Au niveau des références, si on vous parle un peu de notre capacité à vous accompagner, on peut citer quelques clients avec des particularités. Donc La Poste, par exemple, avec sa branche courrier-colis, donc l'activité principale de La Poste, ils avaient des solutions IBM, et donc en fait, on a travaillé sur une réflexion un peu globale de la refonte de leur monitoring en remplaçant un certain nombre de solutions de monitoring, donc en source de Canopsys, et en les industrialisant. C'est-à-dire que quand on a un élément qui arrive au niveau du référentiel, il est directement provisionné en termes de monitoring. Donc il y a une certaine automatisation du monitoring pour dire d'avoir des entrants qui sont à jour et qui sont propres. Et ensuite, tout ça est remonté dans Canopsys. Donc là, on a vraiment une synergie. Ça met en exergue la synergie entre notre activité de prestation de services intégrateur de solutions de monitoring, qu'on fait de manière industrialisée, et le chapeau Canopsys, donc en termes d'hypervision, qui vient agréger l'ensemble des events, des différents outils de monitoring qu'on a pu mettre en œuvre. GFI, alors maintenant il ne faut plus les appeler GFI, il faut les appeler Inetom, mais là la particularité, c'est qu'on est dans le cadre d'un infogéreur, pardon, donc une société de service qui accompagne et qui gère les tickets de multiples clients, donc qui a des engagements contractuels de réactivité, de gestion des tickets. Et donc Canopsys est devenu vraiment le cockpit central des équipes d'exploitation qui sont en 24/7, donc qui se basent sur Canopsys pour gérer les tickets, peu importe leur provenance, tout est agrégé dans un bac à alarme. Après, on a la capacité de filtrer par type de client en fonction de l'organisation des équipes. Mais c'est vrai que pour des équipes d'infogérance, avec le reporting qui est à faire, on a un module de reporting statistique. C'est vraiment une vraie valeur ajoutée et les gains sont très conséquents. On a pu avoir des retours d'expérience et on a des retours d'expérience réguliers de leur part. Et les gains, même au travers de l'autoremédiation et au travers de l'auto-affectation, sont vraiment très très importants avec des gains de ce fait pour leurs clients. Le NOC d'Orange, donc OBS, là la particularité c'est que Orange nous a permis d'éprouver notre plateforme en termes de volumétrie d'événements par seconde. On va pouvoir revenir dessus. Et donc la volumétrie d'événements par seconde avec 1500 événements entrants par seconde, ce qui est si si vous connaissez un peu justement votre volumétrie, vous allez pouvoir identifier que c'est une vraie grosse volumétrie. Et donc dans le cadre du NOC d'Orange, Canopsys est utilisé et répond aux besoins justement avec cette volumétrie avec succès. Donc c'est la particularité qu'on pourra évoquer là-dessus. La RATP qui a été l'un de nos premiers clients, si ce n'est le premier finalement grand compte à nous faire confiance. Et donc là, il l'utilise finalement pour les exploitants sur le périmètre technique qui est très très large, parce que là, on a dû agréger près de 27 sources de données. On connaît la RATP pour son activité de transport public, mais il faut savoir qu'il y a également beaucoup de choses qui passent, même en plus des métros, à la RATP sous Paris, avec également des données de Schneider Electric, par exemple, qu'on a dû agréger. Je prends cet exemple, mais c'est un peu différent de sources de supervision technique telles que on peut les avoir dans un Centréon, dans un Zabbix, par exemple. Et puis Pôle emploi. Donc Pôle emploi, on a deux cas d'usage complémentaires. Un cas d'usage qui est plutôt avec justement cette volonté de répondre aux exploitants et de faciliter la vie des exploitants avec un bac à alarme, avec une capacité pour les exploitants de gérer le plus facilement possible les incidents remontés. Et puis un deuxième cas d'usage qui est un cas d'usage plutôt pour donner de la visibilité, faire un reporting aux équipes métiers sur le fonctionnement du système d'information pour leur métier. Et donc avec finalement une météo de service pour donner de la visibilité sur le bon fonctionnement dans le cadre des contrats de service également qu'ils ont entre eux, du service informatique et des applications. Donc voilà un peu quelques références qui permettent justement d'illustrer les réponses qu'on peut apporter. Alors, il y a une question En sur termes programme de formation. Oui, Est-ce qu'on a un alors programme de formation? effectivement, on a des programmes de formation, on a différents programmes de formation, des programmes de formation spécifiques pour des intégrateurs, des programmes de formation d'administration, d'administration technique, d'administration fonctionnelle. On pourra vous communiquer tout ça. Et je ne pense pas dire de bêtises si je dis que c'est déjà accessible sur notre site internet, mais on pourra vous les rappeler sans souci dans le compte rendu du rendez-vous, enfin
de la présentation. Au niveau du mode de commercialisation de Canopsys, je reviens un peu sur la partie off commerciale. Notre variable d'ajustement pour commercialiser donc la version Pro, c'est le nombre d'événements entrants par seconde. Donc on en a parlé sur la référence Orange, effectivement, en fait, on a des paliers. Donc le premier palier permet de gérer jusqu'à 250 événements par seconde. Et ensuite, sur cette base qui permet de déployer une prod et une pré-prod, on peut rajouter des packs pour gérer plus d'événements par seconde, donc par palier de 250. Et donc, fonction du nombre d'événements par seconde que vous aurez à traiter, donc en entrant dans Canopsys, on pourra vous faire le devis qui va bien. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous donner la visibilité financière sur tout ça. En tous les cas, ce qui est important, ce qui est important à rappeler, on n'a pas voulu finalement vous rappeler non plus l'ensemble des tarifs par type de palier, parce que enfin, voilà, on est sur un webinar et on ne veut pas vous noyer derrière un certain nombre de tarifs différents. Mais on est très très concurrentiel sur le marché et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous donner la visibilité. Si je vous donne quand même une première visibilité sans vous donner tout un tableau, hein, pour la base, donc jusqu'à 250 événements par seconde, ce qui répond à déjà multiples clients, pour une version perpétuelle, parce qu'on commercialise Canopsys en perpétuel, donc sur un achat avec le support qui est à prendre en complément, ou sur de la location du droit d'usage sur 1 an ou 3 ans. Donc, souvent, le plus intéressant, c'est de prendre du perpétuel. Sur du perpétuel, sur une base jusqu'à 250 événements par seconde, donc pour déployer une prod et une pré-prod, on est à un tarif de 54 000 euros, sur lequel il faut rajouter un contrat de support annuel qui représente à peu près, enfin c'est même pas à peu près, qui représente 20% du coût de la souscription annuelle. Et donc voilà, ça vous donne déjà une première visibilité et ça illustre la compétitivité de notre offre sur le marché des solutions d'hypervision. Les avantages à travailler avec nous, on les a résumés en quelques cases. On est open source, comme on vous le disait, même si on a 2 versions. L'open core est enrichi, mais ça reste un open core qui est disponible dès la version community, et donc on est totalement open source avec une licence AGPL v3, c'est important. Et c'est l'ADN de Cap'n6 de travailler sur des solutions open source. On a une solution évolutive telle qu'on l'a illustrée au travers de la sortie de la V4.4. La V4.5 va sortir prochainement. On a une structure française et on aime, dans cette période justement où on parle beaucoup de Made in France, on aime rappeler justement ce côté européen face aux solutions qui sont très très américaines dans les solutions souvent qu'on a en concurrence. Donc on est une structure française, européenne, avec cette capacité aussi à écouter et à être en proximité de nos clients. C'est pas forcément que nous qui le disons, c'est surtout eux qui nous le disent. Le club utilisateur, justement, en est l'illustration, encore une fois, avec la possibilité pour nos clients de contribuer directement au produit. On les sollicite pour des mock-ups, pour une priorisation dans la roadmap. On fait des événements de club utilisateurs régulièrement. Donc, si vous nous rejoignez, si vous intégrez Canopsys au sein de votre système d'information, vous aurez le plaisir justement de pouvoir intégrer ce club utilisateur et de contribuer, de contribuer au produit, de contribuer aux évolutions et d'avoir un impact justement sur l'évolution de ce produit. Et l'expérience grand compte, elle a été illustrée précédemment avec un certain nombre de références qui étaient présentées. Je suis passé rapidement sur le slide plus global qui reprend des références un peu plus larges que celles qu'on a mis en exergue. Mais voilà, vous retrouvez des clients assez variés, hein, que ce soit des clients du secteur public, des clients du secteur privé. Donc voilà, du monde du retail, des mondes des telcos, de la santé. Vous voyez vraiment notre capacité à répondre à différents secteurs de marché. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur la partie commerciale. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont arrivées durant ma présence, pendant que je parlais. Je ne sais pas si vous avez Ouais, eu les t'inquiète réponses pas, à tout vraiment, ça. c'est Ouais. des questions plutôt chez moi en fait, Ok, tout va techniques. bien alors. C'est parfait. Ben, Ouais, non, je te laisse t'inquiète la pas, main ouais. Ouais. pour présenter un peu concrètement Canopsys. Oui, alors j'étais en train de finir de répondre aux questions. En fait, il y avait des questions sur les capacités de débit à l'entrée de Canopsys. Donc j'ai formulé des réponses.
Donc c'est pas tellement le fait que ce soit en community ou en pro d'ailleurs, hein, mais c'est plus lié finalement au type de règles que vous allez définir dans Canopsis en fait. Plus les règles seront complexes et effectivement moins les débits pourront être importants puisqu'il y aura du temps de traitement derrière à entrevoir. Mais disons qu'on peut dire que n'importe quelle plateforme pourra encaisser 250 événements par seconde et puis en travaillant les plateformes. Alors, Mika, je ne sais pas si c'est que moi, mais je ne t'entends plus. Mon micro est parti à nouveau. Il se fait la malle en ce moment, c'est bizarre. Alors, je sais pas si à quel moment tu m'entendais en fait, mais Écoute, t'as coupé il y a juste 15 secondes. T'étais en plein milieu d'accord. de ta phrase, tu peux la reprendre. Ok, donc je disais que effectivement, en fonction du type de règles que vous allez mettre en place, mais on pourrait dire que Canopsis pourrait encaisser entre de 250 événements par seconde jusqu'à 1500. Voilà, c'est cette possibilité-là. Et j'ai vu une question donc sur l'aspect données collectées dans des BD temporels. Oui, en fait, on utilise donc l'outil TimescaleDB, qui est en fait une surcouche à PostgreSQL qui est orientée métrique en fait, métrologie, et donc time series de manière générale. Voilà. Alors sur l'aspect démo, donc je vais vous partager mon écran parce qu'il est déjà 11h, donc on peut déjà dire qu'on a un peu de retard. Donc je vais quand même vous montrer les, les éléments. Alors normalement vous devriez avoir à l'écran donc mon Canopsis, donc la mire de connexion. Oui, Armand, on tu voit me Damien de confirmes, hein, c'est bon? connexion. Je me permets juste, parce que je vois qu'il y a Super. certaines personnes doivent nous Ouais. quitter. N'hésitez pas, juste avant de partir, à remplir le petit sondage. Il y a un petit onglet sondage. N'hésitez pas à y répondre avant de partir si vous devez nous quitter. Ça nous permet d'avoir un peu un retour sur votre appréciation et sur vos souhaits d'accompagnement suite à cette présentation. Merci à vous. Allez, vas-y. Ok. Alors sur la mire de login, donc je me log en local, en SAML, en LDAP. Donc si vous voulez, il y a plusieurs possibilités de mécanismes d'authentification. Et puis donc je suis avec un utilisateur qui appartient à un profil, et ce profil a différents droits. Et donc là, j'ai le droit d'afficher la vue d'un bac à alarme sur lequel je vais me baser pour faire la démo par rapport à ce que je souhaite vous montrer. Alors, en premier lieu, je souhaiterais vous montrer l'aspect auto-remédiation. Alors, ici, dans le menu administration, vous allez trouver un menu consignes dans lequel vous allez pouvoir déclarer toutes vos consignes et toutes vos configurations. Alors, ici dans l'onglet configuration, vous voyez que je vais utiliser comme ordonnanceur de tâches l'outil Rundeck. Et donc Rundeck est un ordonnanceur de tâches dont je vais me servir pour exécuter des jobs. Ça aurait pu être également Jenkins, d'accord, et ça aurait pu être aussi AWX, vous savez, l'interface qui va par-dessus Ansible. Chez Red Hat, ça s'appelle Tower, et puis dans le monde libre, ça s'appelle AWX. Ce sont les trois ordonnanceurs qui sont compatibles avec Canopsis. Et donc, vous voyez ici, j'ai à disposition une consigne, redémarrage de service. Elle est typée automatique, c'est-à-dire que si une alarme est éligible à cette consigne, eh bien cette consigne va s'exécuter de manière automatique sans intervention du pilote. Alors, si je l'ai dit, vous allez voir à quoi elle ressemble. Eh bien, vous avez ici un job qui s'appelle redémarrage service, qui est hébergé sur Rundeck dans ma démo. Et donc ce job redémarrage de service s'exécutera automatiquement lorsqu'une alarme sera éligible à cette consigne. Donc j'ai déterminé dans ma configuration que toutes les alarmes qui contenaient le mot SVC étaient éligibles à cette consigne. Et donc de ce fait, je vais retourner dans mon bac à alarme. Là, en arrière-plan, vous ne le voyez pas, mais je vais émettre un événement qui est éligible à cette consigne. Et puis, vous allez voir
ici, en rafraîchissant, que j'ai donc ma ressource SVC quelque chose, d'accord, devient donc éligible à l'exécution automatique de cette remédiation. Et vous avez ici un picto qui vous dit que là, en ce moment même, il y a une instruction automatique qui est en cours d'exécution. Alors là, évidemment, pour la démo, j'ai choisi de vous montrer cette alarme, mais j'aurais pu la cacher du pilotage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça permet donc de fait de savoir que en ce moment même, il y a une alarme, certes, mais il y a une, une remédiation qui est en cours d'exécution. Et puis, quand elle sera exécutée et qu'elle sera finie, eh bien, ce picto disparaîtra au profit d'un autre en disant, ben voilà, ça y est, c'est fait, ça a été exécuté. Au passage, ici, vous avez des étapes. Vous voyez, l'instruction a été lancée automatiquement, il y a une tâche qui a été exécutée, etc., etc. Et on a un timeout à la fin de cette consigne, parce que quand vous aurez exécuté la remédiation, c'est pas sûr que l'alarme disparaîtra dans la seconde qui suit. Peut-être que l'outil de supervision nous dira que l'alarme a disparu dans 5 minutes, dans 1 minute, et donc on attend ce délai, et lorsque ce délai est passé, eh bien, ce picto disparaîtra. Alors, pour pas trop perdre de temps, il apparaîtra, vous voyez, comme ici, en disant, voilà, ça y est, les instructions automatiques ont été exécutées. Et dans ce cadre-là, si l'alarme est toujours là et que vous la voyez, eh bien, c'est que la remédiation, finalement, a été bien exécutée, mais n'a pas porté ses fruits d'un point de vue supervision. Et puis, si l'alarme a disparu, eh bien, c'est que l'autoremédiation a fait son travail. Et donc, vous voyez un petit peu le principe. Donc, une alarme se produit, une autoremédiation s'exécute. Sachez aussi qu'un pilote qui a exécuté une remédiation ou qui s'est servi d'une autoremédiation pourra venir, ici dans un panneau particulier, évaluer les instructions. Et donc ici, vous verrez que la consigne redémarrage de service de type automatique a été exécutée 2 fois, qu'elle a mis en moyenne 5 secondes pour s'exécuter, et donc vous allez pouvoir la noter en fait ici tout simplement. Et puis vous verrez des statistiques qui vont vous dire, bah voilà, vous voyez sur les 2 fois où elle a été exécutée, il n'y a aucune fois où ça a abouti à la résolution de l'alarme. Et donc peut-être que cette remédiation automatique n'est pas si géniale que ça, puisqu'elle n'a pas abouti à une vraie résolution. Vous aurez des statistiques à disposition, vous aurez les alarmes qui ont été affectées par ces autoremédiations, et donc dans tous ces éléments-là, vous allez pouvoir faire votre analyse a posteriori de votre utilisation des remédiations. Voilà pour l'aspect auto-remédiation. Donc c'est Alors, une petite question d'Alexandre sur les consignes. oui, Il demande si c'est disponible même en community sans l'exécution auto. Je ne pense pas, mais j'ai un non, doute. c'est dans la version pro en fait. Ouais. Voilà. Alors, bah tiens, je vois qu'il y a une question juste au-dessus. Les Ouais, il y a technos une question juste au-dessus, utilisés. mais qui était un peu différente. Alors, non, c'est plutôt. Alors, tout le back-end, c'est du Go avec un peu de Python. Et puis tout le front, c'est du Vue.js. Du Vue.js, tout simplement, le framework JavaScript Vue.js. Et après, il y avait également une question, comme tu t'arrêtes un peu là-dessus. Oui, Il demandait si, donc en termes d'architecture, on pouvait finalement agréger plusieurs canopsis dans un seul. oui. Alors ça, c'est tout à fait possible. Euh, par différents mécanismes. Le bus de données directement dans Canon 6 avec des webhooks. Enfin, il y a, on pourrait, si vous le souhaitez, on pourra communiquer a posteriori, mais effectivement, il y a plusieurs types d'architecture possibles pour centraliser des informations de plusieurs Canopsys vers un Canopsys. Alors, Merci. je poursuis. Donc sur l'aspect bilan de santé maintenant. Si vous avez le droit, vous avez ici une pastille, vous voyez, qui vous donne l'état de santé. Quand il y a un problème, on vous écrit le nom du composant qui est en faute. Si vous le cliquez, alors encore une fois, il faut avoir le droit de le faire, eh bien vous allez avoir un graphe de ce type qui vous présente les différents composants de Canopsys, la base, l'API, le bus, les événements. Il vous présente l'enchaînement des moteurs. Donc ça sont tous les moteurs
qui ont un ordre particulier, qui ont une file d'attente associée et qui ont un nombre d'instances, on va dire, idéal à lancer. Et donc si on ne respecte pas la charte, eh bien, ici vous aurez du rouge. Et donc si jamais par exemple vous avez un moteur qui est un peu, on va dire, en retard sur son traitement, eh bien vous le saurez par ce biais-là. Et donc vous aurez la possibilité de ce fait, si vous êtes par exemple sur un environnement containerisé, de pourquoi pas lancer une autre instance d'un moteur pour pallier le problème rencontré. Sur ce module, vous allez avoir quelques graphiques qui vous diront le nombre d'événements justement que Canopsys traite sur votre plateforme, et donc par heure, et puis sur la période souhaitée, personnalisée. Et puis vous avez quelques paramètres ici, où vous allez dire, eh bien, je souhaite qu'il n'y ait pas plus de 500 messages par file d'attente, sinon, au-delà de ça, je considérerais que c'est un problème. Voilà, évidemment, tout ça est interrogeable par API, et c'est souvent comme ça que ce sera fait d'ailleurs pour les questions techniques. Voilà. Alors, j'ai entendu des glings, du coup. Oui, mais c'était une techno pour savoir quelle techno était utilisée pour le puits de données. J'ai répondu qu'on se basait sur une techno RabbitMQ. Alors non, raté, c'est pas le puits de données, c'est pas RabbitMQ, ça c'est pour faire transiter les données dans Ouais, les événements. Et le puits de données, alors c'est PostgreSQL. Et à partir de la version 4.5, donc c'est-à-dire celle qui arrivera plutôt fin janvier, ce sera sur Timescale DB, qui est une petite couche supplémentaire à PostgreSQL, qui est spécialisée dans la gestion des métriques. Voilà. Et le bus de données. Ah oui, toi, tu as bien écrit le bus se base sur la techno Rabbit, c'est vrai, Ouais, mais le le puits bus, en sur fait, Postgre. je crois que j'ai lu rapidement et il y a C'est eu ça. un petit mix entre bus et puits. C'est le problème des commerciaux, ils lisent trop rapidement. Alors, tout à l'heure, vous posiez une question donc sur l'aspect, Désolé. comment se configurer les règles. Alors, je vous montre comment on configure, par exemple, une règle d'inactivité, puisque c'est une des nouveautés dans cette version 4.4. Alors, vous voyez ici, je viens dans inactivité et je vais vous décrire cette règle. Et donc ici, c'est une règle qui va réagir si on ne reçoit aucun événement. On lui donne un nom. Aucun événement pendant 2 minutes. Eh bien, si c'est le cas, eh bien, je changerai l'état d'une alarme si on n'a rien reçu sur cette alarme pendant 2 minutes. Et donc, je la mettrai critique avec un message particulier. Et qui est éligible à ça? Eh bien, on a ici un pattern. Et donc là, vous voyez, c'est un pattern, on va dire, d'égalité, qui dira tout simplement la ressource vaut inactivité 2M. Et donc si une ressource s'appelle inactivité 2M, elle devient de facto éligible à cette règle. Et donc si on ne reçoit pas d'événement concernant cette alarme pendant 2 minutes, eh bien elle sera changée en alarme critique. Et alors vous allez retrouver le même genre de panneau pour par exemple les bagos. Vous voyez ici, si pendant 2 minutes j'ai 3 oscillations pour des alarmes dont la ressource contient le mot bagot, eh bien à ce moment-là, je la déclarerai comme étant bagot. Alors, je peux lancer en arrière-plan un exemple de bagot, comme ça, ça vous donnera un peu une idée, tout simplement à l'écran de à quoi ça ressemble. Donc là, je suis en train d'envoyer ces alarmes, donc d'envoyer 3 oscillations en moins de 2 minutes. Donc si je retourne sur mon bac à alarme, eh bien, vous voyez, je trouve ici une alarme avec un statut, vous voyez, bagot. Et donc, je peux le repérer à cet endroit-là, et puis je pourrais du coup prendre des actions liées à cet état, tout simplement. Voilà pour comment c'est implémenté, et puis finalement, comment est-ce qu'on peut définir des règles dans Canopsys. Et c'est vrai pour les plannings, c'est vrai pour les méta-alarmes. Vous voyez ici, vous avez une règle de corrélation qui a permis, on va regarder à l'intérieur, mais qui a permis de regrouper 4 alarmes en une alarme en fait. Et donc on avait des critères communs, vous voyez ici on va vous le dire, test de groupement de type threshold count,
Et donc, vous avez 4 alarmes qui répondaient à cette règle et qui ont donc été regroupées. Et donc, finalement, ici, eh bien, Canopsys vous présente une alarme quand au départ il y en avait 4. Et donc, quelque part, vous avez réalisé cette économie de 3 alarmes. Et donc, c'est ça que notre module de ROI comptera dans la version 4.5. Alors, je suis allé assez vite parce que on avait quand même déjà pas mal débordé. Alors, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à remplir effectivement, comme le disait Armand, le sondage, d'accord? Avant de quitter. Et si vous avez des questions, eh bien, on est tout oui. Vous pouvez nous les poser ou nous les poser aussi a posteriori par email ou en nous passant un coup de fil, évidemment, sans aucun souci. Et si vous souhaitez une démo plus personnalisée pour aller un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à nous contacter également. On se fera un plaisir d'y répondre, bien entendu. Tout à fait. Ici, voilà, vous avez si vous souhaitez les numéros de téléphone et les coordonnées de chacun. Si vous avez besoin de nous contacter, ce sont ces coordonnées qu'il faut utiliser. Alors, si avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent pas claires? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'on s'est raconté aujourd'hui? Est-ce qu'on a été Fa clair? Ouais, faites-moi un petit retour. Alors désolé, je suis allé quand même assez vite sur la démo, mais je vous dis, on a d'autres possibilités de Alors, se revoir, de rediscuter, puis de refaire d'autres démos si vous en avez besoin, hein, on a une évidemment. nouvelle question de Christophe. Oui, Alors Alexandre, merci, hein, oui, il nous disait que tout était clair. Et Christophe nous demande, est-ce qu'on prévoit d'intégrer, et c'est une très bonne question, du machine learning pour apprendre des traitements passés sur les alarmes, par exemple, ou apprendre absolument. des tendances? Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas intégré, mais c'est un des grands enjeux de 2022. Et donc, c'est ramener ces premières couches de machine learning. Et la première brique dont on avait besoin pour pouvoir le faire, c'était effectivement d'intégrer une base de données qui soit capable de stocker des métriques et beaucoup de métriques pour justement apprendre. Qu'on ait vraiment cette base d'informations qui nous permette de déduire des choses du passé sur les éléments qui sont en train de se produire. Donc oui, c'est un des enjeux de 2022, l'aspect machine learning. Donc restez connectés, ça arrive dans le courant de l'année. On a Voilà. d'autres questions qui sont en train d'arriver. Ouais. On les attend un peu. C'est parfait, hein. On vous met pas la pression pour taper. En tout cas, merci à tous ceux à tous ceux et celles qui étaient présents. Merci d'avoir participé. Il va suivre ça de près, Très Christophe. bien. Avec plaisir, D'ailleurs, on pourra vous donner des informations avec plaisir également, sur l'avancée de notre roadmap sur ces aspects-là. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir répondu présent. Merci Ambre Aurore, qui merci nous tout le dit monde, oui. également. Donc merci tout le monde et puis, n'hésitez surtout pas à prendre en note, les liens qu'on vous avait transmis, les coordonnées, que vous voyez à l'écran. Et puis on se fera un grand plaisir de vous accompagner sur votre projet d'hypervision. Et puis si vous n'avez pas plus de questions, encore une fois, n'hésitez pas à remplir le sondage avant de partir, ça nous permet d'avoir un peu de feedback. Et si vous n'avez pas plus de questions, on vous laisse retourner à vos occupations et puis on vous dit à très très bientôt, on espère, pour pouvoir échanger spécifiquement. Très bien. Grand merci à tous. Passez une bonne fin de semaine. Et puis Prenez soin à de très très vous. vite. Et prenez soin de vous d'ici là. Au revoir. Au revoir.